sorceleur peut-il se relever des blessures subies durant cette troisième saison et dernière quant à l'incarnation du personnage par Henry Cavill? Voilà une question qu'elle est vite répondue, ou pas. Cette vidéo sera emplie de spoilers sur cette fin de saison 3. Si vous ne le saviez pas encore, j'adore la fantasy, les livres du sorceleur ont leur qualité, mais c'est très loin d'être une saga parmi celles que j'apprécie le plus dans ce genre très vaste. Plus près du sommet, on trouve la trilogie de Lyonesse par Jack Vance. Jack Vance est un auteur génial qui a illuminé la science-fiction comme la fantasy. Le fonctionnement de la mémorisation des sortilèges de Donjons et Dragons par exemple est directement inspiré du système qu'il avait inventé dans sa saga de la Terre Mourante, ce qu'on a nommé plus tard la magie vancienne. Quoi qu'il en soit, dans mon panthéon personnel de fantasy se trouve donc la trilogie de Lyonesse qui commence par le Jardin de Suldrun. Si je vous en parle, c'est pour vous annoncer avec joie que ce livre est disponible en version audio sur Nextory et que vous pouvez essayer cette appli de livres numériques et audio et autres bandes dessinées aussi, et vous pouvez essayer gratuitement pendant 45 jours en passant bien sûr par le lien en description et en commentaire épinglé, et vous soutenez la chaîne au passage. Je devrais m'arrêter là, mais je ne saurais trop vous conseiller de vous plonger dans cette fantasy féerique, nostalgique et épique que vous réserve le maître Jack Vance dans une histoire restée très chère à mon cœur. Un conte beau et cruel qui nous emporte dans des îles mythiques pré-arthuriennes, un voyage parfait, que vous soyez en vacances ou que vous ayez besoin d'y retourner par la pensée. Bon, je sais, il était temps, j'en reviens au fameux Witcher. Avec ce constat, Netflix teste son modèle de diffusion autour de certaines de ses séries les plus attendues, comme ici avec cette saison 3 qui avait été scindée en 2 blocs. Et je vous avoue que cela ne me fait ni chaud ni froid, je ne suis pas fan du binge-watching, préférant le plaisir de l'attente hebdomadaire, mais en l'occurrence, cela ne change rien aux quelques qualités et aux nombreux défauts malheureusement de cette troisième saison. Ces 3 épisodes de conclusion souffrent d'un déséquilibre bien étrange. L'épisode 6 fait nettement pencher la balance de son côté alors que les 7 et 8 réunis sur l'autre plateau semblent relativement dénués de substance. L'épisode 6 a clairement pour lui d'être la culmination des laborieux préparatifs qui ont émaillé les saisons et épisodes précédents. Beaucoup de confrontations, de révélations pour certains personnages et de l'action, même si ce terme chapeau est galvaudé depuis longtemps. Cet épisode 6 est divertissant même s'il se traîne quelques boulets qui l'empêchent clairement de ne serait-ce qu'oser prétendre à rejoindre certains épisodes mythiques de la fantasy à la télévision comme Durlieu ou encore La Bataille des Bâtards, tous 2 épisodes de Game of Thrones bien sûr. Le premier boulet, c'est que les scénaristes ont mal fait leur travail pour que les enjeux de l'allégeance de certains mages à Nilfgaard et d'autres au Royaume du Nord soient assez clairs et surtout une source d'anticipation, d'excitation pour les spectateurs. Résultat, on suit tout ça d'un regard plutôt détaché en se demandant tout simplement quand ça va enfin partir en baston général. Le deuxième boulet, c'est la gestion des rapports de puissance après la bataille de Sodden qui marquait la fin de la première saison. On pouvait s'attendre à ce que tous les mages d'Aretusa ne soient pas mis en danger par une petite force d'invasion. Et pourtant, il suffit apparemment d'une 60aine des elfes Scoia'tael avec le soutien de 2 magiciennes pour faire jeu égal avec toute la confrérie d'Aretusa. Apparemment, des flèches suffisent à venir à bout de magiciens qui ont la riche idée de se réunir dans une cour pour permettre aux archers postés sur les coursives de les canarder en hauteur. Dans tout ça, on a seulement Stregobor et Tissaia qui sortent du lot, avec des flammes pour le premier et des éclairs pour la seconde, et même là encore, on reste un peu dubitatif quant à l'impact véritable du sortilège qui fait blanchir les cheveux de Tissaia de par sa puissance. En termes de tactique et de chorégraphie, c'est imparfait, mais au moins la séquence a le mérite de ne pas lésiner sur les moments forts, de la chute de l'anneau de feu jusqu'au déluge de foudre, et j'en passe. Le troisième boulet qui retient cet épisode, ce sont les décisions incohérentes des personnages, à commencer par le trio de personnages principaux qui commettent sans cesse la même erreur, à savoir celle de se séparer, alors qu'on sait bien qu'en restant ensemble, ils pourraient littéralement venir à bout de n'importe qui et de n'importe quoi. Alors que Geralt emmène Ciri pour la soustraire aux forces qui veulent encore et toujours la capturer, il ressent soudain un danger, mais plutôt que de partir avec elle, avec Ciri, en intervenant uniquement en cas de poursuite par exemple, il la laisse se débrouiller toute seule, et lui, il part au-devant de cette menace, sans même prendre une de ses fameuses potions. Bon, admettons qu'il n'en ait plus. Et c'est donc là qu'intervient le fameux duel contre Vilgefortz. Il faut savoir que les 2 acteurs ont investi énormément de temps, d'efforts dans ce combat,
et ça paye à l'écran. La faiblesse de Vilgefortz face à Caïr en fin de saison 1 était donc un subterfuge un peu facile, dans le sens où absolument rien ne permettait aux spectateurs non lecteurs de se douter de quoi que ce soit, mais bon, peu importe. Il est toujours intéressant de voir un héros perdre, le seul bémol ici c'est que les dommages subis par Geralt auraient dû être plus spectaculaires visuellement pour distiller le doute quant à la possibilité d'une véritable guérison. Du côté de Yennefer, on ne peut que constater qu'elle ne fait pas grand-chose dans tout ça, ni dans le reste de cette fin de saison, à vrai dire, du moins c'est ce qui ressort des épisodes. Évidemment, on comprend bien qu'elle récupère Tissaia, mais avec la puissance dont Yennefer a déjà fait preuve, on se demande vraiment ce qu'elle fout en plein assaut contre Aretuza. Toujours dans l'incohérence, ou tout du moins l'écriture fautive de ce 6e épisode, on se demande d'où sort le retournement de Caïr en faveur de Ciri, sa volonté soudaine d'expier, voire de mourir au service de la princesse de Cintra. On peut imaginer que le fait de trahir son ami elfe l'a marqué, l'a fait réfléchir, mais en termes de mise en scène, d'évolution de personnage, on ne fait que suivre un pantin qui semble incohérent et vraiment faire n'importe quoi. Vous l'aurez compris, à mes yeux, le meilleur de ces 3 derniers épisodes est loin d'être parfait, mais il a le mérite de faire avancer nettement les choses, de révéler la puissance et la vilainie de Vilgefortz, avec une scène plutôt sympathique avec Tissaia, et de nous débarrasser de Filavandrel, l'elfe le moins charismatique du monde. Vient l'épisode 7, celui de la licorne aux grosses coucougnettes dans le désert. Alors, je veux bien qu'une licorne ait des testicules, bien entendu, mais je m'interroge néanmoins sur ce choix artistique qui découle, c'est vrai, des livres. Plus sérieusement, beaucoup disent que cet épisode est ennuyeux, et je dois dire que oui, consacrer un épisode entier à ce passage était sans doute une erreur. Les dialogues intérieurs de Ciri, que ce soit avec elle-même via des personnages issus de son passé, de son imaginaire, ou de véritables visites liant des personnages clés du passé à un personnage clé de l'avenir qui est Ciri, voilà un procédé un peu éculé. La traversée du désert est chargée d'une symbolique de souffrance, d'acceptation et de révélation quand on y ajoute la licorne, souvent associée à la virginité, à la pureté, et même parfois à Marie, mère de Jésus, on commence à mieux cerner ce qui se passe. La série décide aussi de beaucoup insister sur les énormes réticences des structures de pouvoir en place à reconnaître un pouvoir et un rôle essentiel aux femmes. Alors clairement, la subtilité n'est pas toujours au rendez-vous, je le reconnais bien volontiers, mais sur le fond se morfondre d'une perte de qualité de la série qui serait la conséquence d'un discours de société qui ne plaît pas à certains spectateurs allergiques à la moindre allusion de ce type relève d'un diagnostic totalement biaisé. Et oui, si la série peine à convaincre, c'est du fait de certains choix de structure essentielle de sa narration, rien à voir avec des messages plus ou moins progressistes. Cet épisode a au moins pour lui la beauté du désert et la difficulté palpable d'y survivre, épisode qui est là pour appuyer donc sur l'importance éminente de Ciri pour l'avenir du continent et aussi pour instaurer un début de doute quant au chemin qu'elle décidera finalement de prendre avec le potentiel de destruction qu'elle porte en elle. Toujours est-il qu'on s'ennuie et que ce passage du désert aurait gagné à être associé à d'autres séquences suivant Yennefer ou Geralt. Ce qui est gênant avec Ciri, c'est aussi ce côté « attention, elle est super puissante » qui se termine très souvent quelques minutes plus tard. « Oh bah zut, elle s'est encore fait kidnapper par des brigands complètement nuls ». La frustration de ne pas avoir vu Yennefer et surtout Geralt en faire suffisamment se retrouve très fortement dans l'épisode 8. Dans un enchaînement qui défie toute logique, on a Triss apparemment qui emmène un Geralt mourant dans la forêt de Brokilon pour qu'il soit soigné, tout ça pour que ce soit finalement Yennefer qui fasse aussi le voyage pour le soigner elle-même, comme si elle n'avait pas déjà essayé de le faire à Aretuza. Quant aux allées et venues de Yennefer et compagnie, à part accorder une sépulture décente aux pauvres apprentis transformés par Vilgefortz dans ses tentatives de créer une fausse Ciri, on ne voit pas très bien à quoi cette agitation aboutit vraiment. Alors bien sûr, on comprend à la mort de Tissaia que Yennefer va devoir la remplacer comme la figure de proue de l'Académie des Mages, mais l'épisode ne parvient pas à exprimer ce que Yennefer a pu accomplir de si important que cela l'empêchait de partir rechercher Ciri activement ou encore de retrouver Geralt plus rapidement. Ce qu'on comprend surtout, c'est que le passage des magiciennes dans la grotte servait uniquement de rustine scénaristique, par manque de confiance sans doute envers des spectateurs qu'on suspecte d'avoir déjà oublié l'intrigue de la fausse Ciri. Et de même, le passage à Brokilon ne sert de prime abord qu'à donner une scène de dialogue à Dara, le jeune elfe qui avait un temps voyagé avec Ciri en première saison, ainsi qu'à introduire Milva, celle qui tire 3 flèches à la fois, un cliché qu'on espérait ne pas revoir aussi rapidement dans une œuvre de fantasy, que ce soit au cinéma ou à la télévision.
Le passage à Brokilon vient directement des livres, mais dans la série, on a un peu plus de mal à cerner sa pertinence. Ceci dit, il fallait bel et bien un lieu de convalescence à Geralt, et si les soins de Brokilon l'avaient vraiment aidé, le tout aurait peut-être mieux fonctionné. À la décharge de la série, je dois toutefois reconnaître que symboliquement, on peut comprendre que seul Yennefer puisse alors véritablement sauver Geralt. En effet, on peut se dire qu'il souffre autant d'avoir failli dans sa mission si essentielle à son cœur de protéger Ciri que dans sa chair. Et de fait, Yennefer étant la mère symbolique de Ciri et ayant déjà failli elle aussi vis-à-vis de la jeune femme, elle peut accorder à Geralt une sorte de pardon qui lui permet de véritablement se remettre. Par ailleurs, on peut noter que tout ce qui concerne Jaskier est dénué d'intérêt, et le couronnement de Radovid suite à l'assassinat de son frère confirme que la série poursuit dans une lignée très peu subtile. L'épisode n'est pas vraiment aidé aussi par le fait que l'empereur Émir semble ne voir que du feu à la supercherie du remplacement de Ciri par une autre. Quant à l'introduction de la bande de malfrats qui aide Ciri à se libérer, disons qu'on a l'impression d'être face à un prologue un peu lourdingue d'une bande destinée à un spin-off, et il se trouve que c'est très exactement de ça dont il s'agit. Et oui, le spin-off Les Rats, The Rats, a terminé son tournage, et a priori on devrait retrouver cette bande un jour prochain sur Netflix. J'ai hâte. Reste maintenant à parler de l'adieu à Henry Cavill. Enfin, il est encore vivant, hein. L'adieu à la série. Je m'attendais à une scène marquante, mais apparemment la transition d'un acteur à un autre n'avait pas été anticipée sur cette saison, je présume, et ne prendra forme narrativement que dans la prochaine. Car oui, apparemment, sur la base des déclarations, on cherchera bel et bien à expliquer dans l'univers de la série, dans sa diégèse donc, l'évolution de l'apparence de Geralt. Une approche qui me semble relativement casse-gueule, mais on verra bien. Pour le moment, on doit se contenter d'un massacre de soldats nilfgaardiens aux mains du sorceleur. Henry Cavill est toujours le plus convaincant de la série, l'épée à la main. Malheureusement, la saison se termine au final sur une sorte de teasing de la suite, une nouvelle chasse pour retrouver Ciri, ce qui donne un drôle de goût de retour en arrière, un goût rendu d'autant plus amer par un départ sans grande fanfare pour Cavill. Je ne sais pas comment la série reviendra en saison 4, le potentiel affiché par moments dans la première saison ou encore avec le premier épisode de la saison 2 ne semble pas du tout atteint dans cette saison 3. Je pense que l'exercice d'adaptation est délicat et que l'écriture de la série n'est pas vraiment à la hauteur de ses ambitions, sauf quelques exceptions. Et par ailleurs, n'oubliez pas qu'un délice de la fantasy vous attend gratuitement pour 45 jours avec ce test de Nextory. Je parle bien sûr de l'audiobook du Jardin de Suldrun de Jack Vance. Et donc on se retrouve très vite avec des requins préhistoriques géants qui sont tatanés par Jason Statham.